Prochaine conférence, M. Agé Saint-Jean, vice-président exploration pour la Corporation Royal Nickel. M. Saint-Jean est géologue de formation et œuvre depuis 20 ans dans le domaine minier à titre de concepteur et ou administrateur de projets d'exploration. M. Saint-Jean a complété un baccalauréat à l'Université Saint-Francis-Xavier en Nouvelle-Écosse et une maîtrise à l'Université McGill. Il est inscrit au tableau de l'Ordre des géologues du Québec et est membre de l'Association des géologues professionnels de l'Ontario. De 1995 à 2007, il a dirigé des projets d'exploration et de développement pour le nickel au Canada et à l'étranger, pour les entreprises Falcon Bridge et Xstrata Nickel. C'est en 2007 qu'il a quitté Xstrata pour se joindre à la Corporation Royal Nickel à titre de vice-président exploration, afin de diriger les activités liées à l'exploration et au développement du projet nickelifère Dumont. Aujourd'hui, sa conférence a pour titre « Le projet Dumont, géologie et minéralogie de la prochaine mine de nickel au Québec ». Monsieur Saint-Jean. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la géologie et la minéralogie, ainsi que notre modèle géométallurgique du gisement Dumont. Pardon. Pour faire avancer, c'est le gros bouton vert. Voilà, alors il y a quand même des énoncés prospectifs dans la présentation que je vais vous donner aujourd'hui. Le projet Dumont envisage l'exploitation d'un gisement de nickel ultra basique en Abitibi, à environ 25 km de la ville d'Amos. Mon pointeur... à 25 km à l'ouest de la ville d'Amos, dans une région qui est douée d'une excellente infrastructure et d'une expérience minière sans pareil. Alors, j'aimerais... aujourd'hui, je ne passerai pas beaucoup de temps sur les aspects économiques du gisement. J'aurais peut-être... là, je remarque qu'on a du temps. Un peu, j'aurai peut-être le temps d'y revenir plus tard. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de... Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de répondre à une question. Une question qu'on se fait souvent demander, c'est que tout le monde sait que dans les gisements de nickel ultrabasique, on a du nickel, pas seulement dans les phases métalliques, les phases de sulfure et d'alliage, mais aussi dans les silicates. Alors, on nous demande souvent, bon, vous avez 1 milliard de tonnes à une teneur de 0,27 nickel. C'est une teneur relativement basse quand on se compare aux autres gisements de nickel. Comment est-ce que vous savez que ce nickel-là est sous une forme récupérable, que vous allez pouvoir bénéficier de la valeur de ce nickel-là dans une exploitation? Bon. Alors, pour répondre à cette question-là, on va commencer au début. On va commencer par la géologie. Le gisement Dumont est à l'intérieur d'un filon couche basique, ultrabasique, litté ou zoné, qui est composé essentiellement d'un gabbro, d'une péridotite et d'une dunite. La dunite recèle presque 100% du minerai économique. Ce qu'on voit dans le gisement, c'est une minéralisation magmatique primaire qui a ensuite été modifiée par la serpentinisation durant la métamorphose de la roche pour former un alliage de fer-nickel, la wariite, et pour enrichir ensuite venir enrichir les sulfures de nickel. Voilà, on va passer à une coupe ici qui montre encore les roches. Le filon couche est encaissé dans des roches volcaniques archéens. Ici, on voit que le pendage est d'environ 70 degrés vers le nord-est. Le gabbro, la péridotite, la dunite qui contient la minéralisation
une autre péridotite, et ensuite on retombe dans les volcaniques. On voit ici des zones en rouge, des zones de plus forte teneur en nickel, qui sont plus ou moins parallèles au pendage du filon couche. Et ces zones-là sont définies par des plus hautes concentrations de minéraux nickellifères. En détail, la minéralogie du gisement, les minéraux d'intérêt, les minéraux qu'on récupère, pardon, ça continue d'avancer. Les minéraux qu'on récupère sont la pentlandite et la hazelwoodite, qui sont des sulfures de nickel, des sulfures assez riches en nickel. La pentlandite, entre 25 et 30 % de nickel, la hazelwoodite, 70 %. Et un minéral qui est assez particulier dans ce gisement-là, on ne le retrouve pas normalement en abondance comme qu'on le voit chez Dumont, mais c'est l'awaruite, qui est un alliage fer-nickel qui fait environ 70 % de nickel. Bon, ça, c'est quelques pourcentages de la roche. C'est quand même une roche qui est assez faible en sulfure. Le restant de la roche est composé... Pardon, je continue de peser le mauvais tour. Est composé de serpentine. Alors, cette roche-là était une dunite, bon, il faut que je recule un peu, on l'appelle une dunite, mais c'est une dunite serpentinisée. Alors, présentement, la roche est plus de 90 %, 95 % de serpentine, et on va en reparler, mais on voit deux variantes. Une serpentine qui est riche en fer, une serpentine qui est moins riche en fer. On voit aussi de la brucite, de la magnétite, et parfois, on voit de l'olivine dans les roches qui ont été moins métamorphosées. Une chose qu'on ne voit pas dans la roche, qui nous donne, disons, un avantage par rapport au caractère de la roche, c'est qu'on n'a pas de pyrrhotine ou de pyrite dans la roche du tout, dans le minerai. Ça nous aide un peu parce qu'on ne génère pas alors des résidus, des stériles qui sont génératrices d'acide. Et ça donne des concentrés à haute teneur en nickel. Bon, dans cette diapo-là, je vais essayer de, c'est un peu compliqué, je vais essayer de simplifier. Ce qui est arrivé à cette roche-là, c'était une dunite. Une dunite qui avait, là, je ne sais pas du tout ce que je fais là, pour faire avancer, mais excusez-moi. C'était une dunite qui était pleine d'olivine. Ici, l'olivine est représentée en orange. Et avec des sulfures magmatiques primaires. À travers le temps et avec le métamorphisme, ce qui est arrivé, c'est que cette roche-là a été transformée en serpentinite. Alors, une dunite serpentinisée. En même temps que la serpentinisation progressait de cette façon-là, le nickel et le fer qui étaient contenus dans l'olivine ont migré pour venir se trouver dans des sulfures de nickel, pour venir enrichir les sulfures de nickel qui existaient déjà et pour créer cet alliage fer-nickel qui est l'awaruite. Il y a aussi quand même du nickel qui se retrouve dans la serpentine par endroits et dans les zones qui ne sont pas serpentinisées, on voit du nickel dans l'olivine. Bon, j'essaie de simplifier. Je ne sais pas si je les simplifie ou non, mais l'important, c'est de retenir ici, c'est qu'à mesure que la serpentinisation progresse, on voit le fer et le nickel qui sortent de la roche, disons, des minéraux silicatés, pour s'en aller vers les phases métalliques qu'on peut récupérer, les sulfures et l'alliage fer-nickel. Alors, il faut vraiment comprendre comment est-ce que ces assemblages minéralogiques-là varient d'un endroit à l'autre dans le gisement pour pouvoir déterminer quelle récupération qu'on va avoir d'une région à l'autre dans le gisement. Parce que c'est évidemment seulement les phases métalliques qu'on va récupérer. Voilà. Alors,
Puisque le nickel peut se présenter sous forme de sulfure et d'alliage qui sont récupérables ou de silicates qui ne sont pas récupérables, il faut bien caractériser la variabilité minéralogique pour pouvoir évaluer la récupération métallurgique d'un endroit à l'autre dans le gisement. Alors, pour ce faire, il faut établir une bonne corrélation entre la variabilité minéralogique et la variabilité dans la récupération qu'on voit dans nos essais métallurgiques pour établir des domaines géométallurgiques qu'on appelle. À l'intérieur desquels les choses sont constantes, où on peut établir des relations entre la récupération et la composition chimique de la roche, entre nos analyses. Et en fonction de tout ça, on peut alors évaluer la récupération bloc par bloc et déterminer une valeur du retour net de la fonderie, ce qu'on va récupérer de chaque bloc en valeur, pour ensuite intégrer ça dans nos analyses économiques, dans nos plans de mine, etc. Bon, les outils qu'on utilise pour ce faire sont le QuemScan, qui nous donne la minéralogie de la roche. Ça, c'est une image QuemScan. Dans ce cas-ci, on voit en vert, vous avez probablement deviné que c'est de la serpentine. Celui-ci, en jaune, c'est de la hazelite. En genre violette mauve, c'est de la brucite, noir, c'est de la magnétite. Alors, on utilise le QuemScan pour nous donner la minéralogie sur des échantillons qui sont représentatifs. On utilise la microsonde pour aller sonder chacun de ces minéraux-là pour déterminer c'est quoi le contenu en nickel de chacune de ces phases. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut varier d'un endroit à l'autre dans le gisement. On a un essai métallurgique standardisé qui est développé en fonction de notre schéma d'usinage. Alors, ça nous donne la récupération anticipée pour chaque type de minerai. Ensuite, évidemment, nos analyses géochimiques sont prises à travers le gisement et, bien sûr, la description des carottes faite par les géologues. Bon, caractérisation de la variabilité minéralogique. Ce qu'on utilise, c'est notre base de données, évidemment. L'échantillonnage qu'on fait, notre échantillonnage géochimique est fait le long des forages. On a plus de 160 000 mètres de forage dans le gisement actuellement. Et chacun de ces forages-là, dans la dunite, est échantillonné de bout en bout à tous les 1,5 mètres. Encore, dans les mêmes forages, on s'en va chercher des échantillons minéralogiques. Alors, des échantillons QuemScan qui nous donnent la minéralogie, tous les minéraux qui existent dans la roche, une roche qui a été homogénéisée. Chacun de ces roches-là est représentatif d'une zone qui est homogène vis-à-vis des aspects géologiques, métallurgiques. On voit ici, dans cette coupe-là, les triangles qui montrent la distribution des échantillons minéralogiques du QuemScan. Alors, chacun de ces échantillons-là sont représentatifs d'une zone assez homogène. Alors, en fonction de cet échantillonnage-là, on peut développer un bloc modèle de minéralogie. Alors, dans chaque bloc, on peut dire qu'on a tel pourcentage de pentlandite, d'awaruite, de hazelwoodite, de serpentine riche en fer, de serpentine moins riche en fer, de magnétite, etc. Ici, je vous montre un exemple du bloc modèle de pentlandite. Alors, on voit qu'il y a quand même des bandes avec des plus hautes concentrations de pentlandite dans notre bloc modèle minéralogique, qui correspond assez bien avec notre modèle géochimique. Alors, le modèle qui a été élaboré en fonction de nos analyses, qui sont prises dans tous les forages en continu. On voit une bonne correspondance de ce côté-là. Alors, là, on veut prendre ce bloc modèle minéralogique-là et on veut faire une correspondance avec nos résultats métallurgiques. Alors, pour ce faire, il nous faut des résultats métallurgiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va chercher une bonne représentativité sur l'étendue du gisement. Vous voyez ici, les points rouges sont les collets des forages où on a été chercher des échantillons métallurgiques
Il y en a aussi dans ce bout-là, puis il va en avoir davantage là, pour la faisabilité. Mais ils sont représentatifs sur l'étendue du gisement. Vous voyez ici, mais ils sont représentatifs sur l'étendue du gisement. Vous voyez ici un des forages. Vous pouvez voir, chacune de ces zones-là représente un échantillon composite qui a été sujet à notre essai, nos tests métallurgiques standards. Alors, pour chacune de ces zones-là qui sont encore homogènes de façon minéralogique, géologique, on a une récupération, on a des résultats métallurgiques. Alors, pour chacun de ces types de minerais, on connaît la performance métallurgique. Couramment, on a 83 essais représentatifs qui ont été dans la préfaisabilité. Là, on va en rajouter une quarantaine, une cinquantaine d'autres là, pour la faisabilité à venir. C'est que là on pouvait faire la correspondance entre nos résultats métallurgiques et nos résultats minéralogiques, mais on n'avait pas tout à fait une correspondance qui était 100%. Il y avait des choses qu'on voyait dans certains endroits, on voyait des zones qu'on avait une certaine quantité de pentlandite et on aurait prévu une certaine récupération en fonction de ça, en fonction d'une teneur en nickel de la pentlandite. Mais ça ne marchait pas tout à fait. Ce qu'on a fait, on a été faire beaucoup de microsondes sur les sulfures, sur pas mal tout. Là, je vous montre ici la distribution. Ce qui était le plus révélateur, c'est une fois qu'on a pris les données, on les a dessinées, on voit que la pentlandite, il y a en fait deux populations de pentlandite. Il y a celle qu'on connaît un peu mieux que celle que moi je suis un peu plus familier avec, c'est celle où on a environ 33 34 de nickel dans la pentlandite. Une des choses qu'on voit chez Dumont, c'est qu'on a aussi une population de pentlandite qui est à relativement basse teneur en nickel, dans les 27 de nickel. Alors ça, c'était très important de comprendre ça. Ça nous a vraiment allumé sur le fait que il y avait certaines zones où la pentlandite était moins bonne. Alors, ça nous donne des récupérations moins bonnes. Puis ça, c'est des zones, vous aurez peut-être deviné que ça, c'est des zones où la serpentinisation est moins avancée. Là, on voit la distribution géographique de ces zones-là. Alors, les zones avec la pentlandite basse teneur se retrouvent ici, un petit peu là, mais surtout dans cette zone-là. Et ces zones-là sont associées à la serpentine riche en fer. Là, vous voyez le modèle métallurgique pour la serpentine qui est riche en fer. Vous voyez la correspondance entre cette zone-là, et je recule, et la zone où on avait les pentlandites à faible teneur. Puis vous vous souvenez que j'avais dit tout à l'heure que les teneurs sont meilleures, les récupérations sont meilleures où le transfert du nickel des silicates vers les phases sulfurées, les phases récupérables, est meilleur quand on a une serpentinisation plus avancée. Alors, dans cette zone-là, la serpentinisation faible, riche en fer, correspond à une zone de métamorphisme, de serpentinisation moins avancée. Alors, on commence à avoir cette correspondance-là, et on peut commencer à se faire des domaines géométallurgiques en fonction de nos connaissances minéralogiques, qui là, maintenant, commencent à correspondre très bien avec ce qu'on voit dans nos essais métallurgiques. Vous voyez là que cette zone-là correspond aussi très bien aux zones faibles en magnétite. Même chose, la magnétite est produite lors du processus de serpentinisation. Alors, le plus que ça avance, le plus qu'on a de magnétite. Alors, ça a de l'allure, ça tient ensemble, les choses correspondent. Aussi, une donnée indépendante, le levé magnétique qui a été fait sur le gisement montre aussi une zone ici qui est faible, qui a une faible magnétisation, qui correspond à ce faible contenu en magnétite. Alors, en fonction là, je vous ai montré un exemple de comment est-ce qu'on peut élaborer un domaine géométallurgique, un domaine où, à l'intérieur desquels les choses sont constantes.
Puis ici, dans cette diapositive, on a l'image de notre modèle géométallurgique, les domaines géométallurgiques. Alors, encore, sont définis par la corrélation entre la minéralogie et la métallurgie. Et dans chaque domaine, on peut définir une récupération, une fonction de récupération qui va être calculée en fonction de la composition géochimique de la roche. Où on peut utiliser, là, on peut retourner sur nos analyses pour utiliser principalement le sulfure, le nickel, ce genre de choses-là pour calculer la récupération. Et vous voyez ici comment on définit ces zones-là. Ensuite, c'est relativement simple d'aller de dessiner notre modèle de récupération. Puis là, vous voyez que quand même, on ne dit pas qu'on a des récupérations de 90 %. Là. En moyenne, on a une récupération de 40 % sur la vie de mine. Mais vous voyez qu'il y a dans les zones qui sont plus riches en sulfure, plus riches en alliage fer-nickel, on a une meilleure récupération, plus de valeur. Et en fonction de cette récupération-là et de nos coûts, on peut, nos coûts d'affinage, on peut définir une valeur, un retour de fonderie pour chaque bloc. Là, vous voyez que ces valeurs-là, pour chaque bloc, ça, c'est des dollars à la tonne. Pardon. Vous voyez qu'on est quand même dans des zones dans le 20 $ par tonne. Puis, en effet, la moyenne sur la vie de la mine, c'est 20 $ à la tonne, la valeur du minerai. Alors, avec une valeur de 20 $ à la tonne, c'est certainement très important de pouvoir contrôler nos coûts, d'être dans une région où on peut contrôler les coûts en immobilisation, une région avec une bonne infrastructure. Mais c'est important de contrôler nos coûts, mais c'est certain que ce n'est pas quelque chose qui ne se fait pas. Nous, quand on compare du mont souvent à des gisements de nickel qu'on connaît au Canada, au Québec, Raglan, Sudbury, vous en avez vu aujourd'hui, c'est pas les mêmes teneurs. Et alors, les mines sont des mines plus petites. Nous, ce qu'on envisage, c'est une exploitation qui est plutôt à l'échelle. Bon, on commence par 50 000 tonnes par jour, ensuite pour s'en aller vers 100 000 tonnes par jour. C'est une exploitation qui est plutôt à l'échelle des porphyres de cuivre. Et on se compare très bien vis-à-vis la valeur de notre minerai quand on se compare à des choses comme Highland Valley, ces genres de porphyres de cuivre-là. On est dans les 20 $, à la tonne, qui se comparent très bien sur des projets sur lesquels on dépense plus pour aller chercher cette valeur-là. Alors, juste pour nous laisser avec le sommaire du projet lui-même, je pense que j'ai quelques minutes pour avoir ça. Mais essentiellement, le projet du Mont a une valeur actualisée nette de 1,4 milliard avec un prix de 9 $ la livre. On a des réserves de 1 milliard de tonnes à 0,27 nickel. Durée de vie du projet, c'est 31 ans. Alors, c'est un projet qui va durer, qui va créer des bénéfices pendant 31 ans. Les dépenses en immobilisation sont de 1,1 milliard pour commencer. Pour commencer l'usine à 50 000 tonnes par jour. Ensuite, on a une expansion à l'année 5 vers 100 000 tonnes par jour. Des coûts au comptant de 4,07 $ la livre pour le nickel, qui sont dans le deuxième quartile sur la courbe des coûts. Alors, c'est une exploitation qui va continuer de produire du nickel quand les exploitations à plus haut coût vont arrêter. 49 000 tonnes par année au début de nickel va être produit en concentré. On produit un concentré à haute teneur. Ça, c'est une teneur exceptionnelle pour un concentré de nickel. 29 % nickel à cause de nos minéraux à haute teneur, la hazelite, la pentlandite et la waréite. Encore la récupération que j'ai notée tout à l'heure, 50 % sur la durée de la vie de mine. Alors ça, c'est les premiers 19 années.
45% globalement sur les 31 ans. Voilà, et on a fait des travaux dans l'étude de préfaisabilité révisée qui ont vraiment venu rehausser la valeur du gisement, et c'est des travaux techniques. Le gisement sera en 4e place dans le monde, derrière Norris, Jinchuan et Sudbury, en fonction du nickel produit par année. Alors, je vais vous remercier et vous laisser avec ça. Merci, M. Saint-Jean. On aurait quand même le temps pour une question ou deux. François? Oui, j'aurais 2 questions à poser. Vous n'avez pas parlé au début, mais parce que ça n'a pas d'intérêt économique, mais ça pourrait être quoi les valeurs, par exemple, en cuivre puis en EGP dans ces roches-là? En cuivre, on n'en a vraiment pas. Il n'y a vraiment pas de cuivre dans le gisement. Les platinoïdes, on voit des zones qui frôlent 1 gramme la tonne, mais en moyenne, c'est pas mal en bas de ça. Dans nos évaluations économiques, jusqu'à là, on n'a pas vraiment incorporé les platinoïdes, mais ils vont être là dans la ressource pour la prochaine mise à jour. Puis, tout au long de l'unité ultramafique, est-ce qu'il y a des endroits où il peut y avoir des évidences qu'il y a eu une précipitation de sulfure avec peut-être des sulfures plus de net texture ou de sulfure massif à certains endroits? Oui, en fait, je vous inviterai à venir voir notre kiosque dans... peut-être reculer un peu, juste. Dans cette zone... Oups! Là, dans cette zone-ci, on a trouvé en profondeur, environ 400 mètres de profondeur, au contact au footoir de l'intrusion. On a quand même une intersection l'année passée de 4% nickel, sulfure massif, d'environ 1 mètre. Là, on continue des travaux pour aller déterminer, voir si on peut en trouver d'autres comme ça, parce que c'est quand même des teneurs assez intéressantes. Mais oui, on a trouvé des sulfures massifs à haute teneur, 4% nickel, et en total, je pense qu'on avait 2,5 grammes de platinoïde. Mais ces roches-là sont en fait à notre kiosque. La carotte est à notre kiosque. Merci, M. Saint-Jean. Écoutez, on a pris une avance considérable, alors on va prendre une pause et on va reprendre à 10h15.